Madame, Messieurs, bonjour. Je suis Loïc Pillon, directeur de l'agence immobilière The International Team. Nous sommes basés à Las Vegas et aujourd'hui avec mon assistant de direction Anne-Sophie Delavier, Bonjour à vous. nous allons faire une petite vidéo récapitulant tous les points sur la gestion locative nécessaires à comprendre avec notre compagnie de gestion. Avant de commencer, peut-être Loïc, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer un petit peu votre statut. Vous êtes broker, vous êtes property manager, mais pour un investisseur international, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, effectivement, j'ai décidé de passer de agent à broker donc en novembre 2011 pour ouvrir ma propre agence immobilière au 1er janvier 2012, essentiellement pour en fait reprendre la gestion locative de tous les biens de mes investisseurs en interne. Voilà, donc on achète un bien avec un investisseur. Si c'est une résidence secondaire, donc, il faut que ça plaise à la personne, mais si c'est un investissement locatif, il faut que ça rapporte des sous. Donc c'est plus simple pour que ça rapporte, qu'on ait la gestion, la main mise sur le bien à 100%, que ce soit moi directement avec mon équipe qui gérions le bien sans passer par un troisième parti ou sans faire partie d'un broker où voilà, il faut partager, il faut décider, il faut demander. Là, j'ai donc ma licence de broker, ma licence de property manager, tout ça en interne pour prendre soin le mieux possible des propriétés de mes clients. Mais concrètement, ça signifie aussi que vous avez toutes les responsabilités. Effectivement, aujourd'hui, voilà, un broker, si vous voulez, c'est comme Century 21, Guy Hockey en France, par exemple, où donc c'est une enseigne. Moi, mon enseigne, notre enseigne, c'est The International Team. On a pignon sur rue, on a notre propre agence. Donc moi, j'ai ma licence et toutes les assurances sont à mon nom, pas au nom de Century 21 ou XY. Et donc voilà, je suis entièrement responsable de A à Z de tout ce qui se passe dans ma compagnie, aussi bien au niveau transaction, vente, achat, que au niveau gestion locative. Donc c'est une lourde responsabilité pour vous, mais c'est un engagement fort et vos clients doivent en être beaucoup plus satisfaits. Oui, en fait, on en revient au fait que c'est géré en interne. C'est géré en interne, donc c'est nous qui faisons tout de A à Z et il n'y a pas besoin de référent à droite ou à gauche. Et j'ai vraiment la main mise, c'est pour ça qu'on a le contrôle, c'est pour ça que ça marche bien, c'est pour ça que nos clients sont satisfaits. C'est parce qu'on gère tout ici. S'il y a une question, c'est ici. S'il y a un problème, c'est ici. Voilà, c'est ce que veut un investisseur international, d'autant plus qu'il n'est pas là physiquement. Donc c'est vrai qu'avec la distance, c'est bien d'avoir, si vous voulez, une vraie relation avec les gestionnaires. La qualité d'application de ce contrat, là c'est votre casquette de property manager qui couvre légalement cette activité. C'est ça. Donc c'est ma licence de property manager qui me permet de signer un contrat avec vous, officiellement, légalement, parce que je suis property manager, j'ai passé une licence pour justement. Et donc, par ce biais-là, vous me donnez les droits que je puisse représenter le bien, vous représenter sur Las Vegas. Comme ça, je peux discuter avec la copropriété, avec le syndic de copropriété, je peux discuter avec le county pour les taxes foncières, pour les eaux usées, pour les égouts, pour régler tous les problèmes, pour vous assurer. Comme ça, j'ai le droit, si vous voulez, vous me donnez le droit de pouvoir vous représenter légalement sur Las Vegas. Pour le travail réalisé, c'est-à-dire la gestion au quotidien des propriétés, quels sont les frais? Alors, les frais de gestion sont donc de 8% du loyer perçu ou 65 $ minimum par propriété. Donc y a-t-il une durée de validité dans un contrat de gestion? Oui, il y a une durée de validité standard de 1 an, renouvelable tacitement, si l'un des deux parties ne dénonce pas le contrat. Il faut dénoncer le contrat au moins 30 jours avant la fin du mandat. C'est-à-dire de la date anniversaire, 30 jours auparavant minimum, le propriétaire peut à tout moment dénoncer pour la résiliation de son contrat. Exactement. Dans le contrat de gestion, il est mentionné un paragraphe sur la maintenance. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Qu'est-ce que la maintenance? Comment ça marche? Alors, la maintenance, premièrement, donc, on a Craig, qui est donc un jeune retraité qui travaille pratiquement à 100% pour notre société de gestion et qui va prendre en charge un très bon coût. Donc toutes les petites maintenances qui ne nécessitent pas une licence obligatoire comme la plomberie ou l'électricité si c'est en tout cas des vrais chantiers.
ou la clim également qui est donc avec Ed, un climatiseur professionnel avec lequel je travaille depuis plus de 5 ans. Ça fait un peu plus de 2 ans et demi maintenant qu'on travaille avec Craig. Ça se passe très bien. Et donc dans le contrat concrètement, tout ce qui est au-dessus de 200 $, je dois demander l'approbation au propriétaire. Tout ce qui est en dessous, si c'est de la maintenance qui est entre guillemets nécessaire au bon fonctionnement de la propriété, nous allons intervenir avec Greg. Il faut savoir que selon la loi du Nevada, vous devez parfois réagir très vite quand il y a un problème de clim ou autre et que... Effectivement, au niveau de la clim, donc, dans le Nevada pendant l'été, donc c'est un long été ici, il fait chaud notamment en juillet-août où il fait 40 voire plus. Donc on a 48 heures pour réparer la clim. D'accord? Donc ça c'est vraiment important, il faut être très réactif et si on ne l'était pas, eh bien on devrait reloger le locataire à l'hôtel sur une courte période ou dans un autre appartement si ça s'avérait être un problème plus long. Très bien, donc concrètement aujourd'hui, quand vous avez un bien à louer, comment ça se passe et comment vous recherchez un locataire? Par exemple, quels moyens vous déployez pour louer un bien? Alors pour la partie marketing, disons-nous, il y a vraiment deux approches. Il y a la première approche, on utilise les deux. La première approche, c'est le MLS, c'est la base de données des professionnels, où tous les agents immobiliers de Las Vegas ont accès à cette base de données, donc ils vont tous voir que le bien X est alloué à temps avec les différents critères, etc. Et puis il y a la partie des non-professionnels, pour les locataires eux-mêmes, qui vont rechercher eux-mêmes leur logement. Donc sur Craigslist notamment, si vous voulez, c'est un peu l'équivalent du Bon Coin. Et donc là, on va poster et reposter parce qu'on poste 3 fois par semaine pour être en haut de la fiche, comme on dit. Et donc par ce biais-là, on loue tous nos biens et rapidement. Très bien, donc si on part de ce principe, combien de temps en moyenne vous mettez pour louer un bien? Alors, si on repart des 3 critères fondamentaux, encore une fois, l'emplacement géographique dans les bons quartiers, un produit propre, donc que ça ne soit pas un taudis, on n'est pas là pour mettre des dorures d'or non plus, hein, mais il faut que ça soit propre, prêt à être habité, et puis troisièmement, au bon prix. Si on est au-dessus du marché, on ne louera pas. Donc si on respecte ces 3 critères, dans les 30 jours, on louera facilement. Ensuite, est-ce que vous avez des critères de sélection particuliers pour la recherche de votre locataire? Oui, alors, particulier, bon, on va en venir au sous, hein, on va en venir au salaire. Combien est-ce qu'il gagne? C'est un petit peu comme en Europe, un tiers, un petit peu consacré au loyer. Donc, s'il passe les 33%, c'est bon. Après, il faut bien spécifier aux États-Unis quand même, il y a ce qu'on appelle le credit score. Le credit score, donc, c'est basé sur le numéro de sécurité sociale de l'individu. Et du fait que je suis property manager, que j'ai la licence de property manager, j'ai le droit si vous voulez, d'entrer son numéro dans un logiciel particulier, on paye pour ça, et on va avoir l'historique de la personne. Donc on va savoir si il est en retard sur son paiement de téléphone ou pas. C'est quand même annonciateur s'il va être en retard sur le loyer ou pas. Il y a savoir s'il a eu bankruptcy, s'il a eu une éviction auparavant. Tout ce genre de choses, on va le savoir par le biais du numéro de sécurité sociale. Et donc, on va vraiment se baser là-dessus pour savoir à qui on a affaire et si oui ou non on sélectionne ce locataire. Très bien. Donc, à partir du moment où le locataire a été sélectionné, validé et approuvé, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la prochaine étape? Est-ce qu'il peut rentrer immédiatement dans la propriété? Alors, oui, il peut rentrer rapidement dans la propriété. Bien sûr, il faut payer la caution en amont, donc qui est la plupart du temps 1 mois de loyer. Et ensuite, il faut payer le loyer en amont également, en cours. Tout dépend la date à laquelle cette transaction se passe. Mais ça peut se faire très rapidement. Il faut que les sous soient là. Très bien. Donc vous, est-ce que vous privilégiez une durée de bail particulière? Est-ce qu'il y a aux États-Unis une durée moyenne? Comment ça se passe au niveau de la durée d'un bail? Alors, au niveau d'un bail, alors le minimum c'est 6 mois. On peut faire un peu ce qu'on veut. Mais nous, à The International Team, on fait des baux minimum de 1 an. Parce que sinon, on s'en sort plus, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et voilà, encore une fois, dans l'investissement, on veut la
la sécurité, le long terme ça rapporte. Le court terme, ça crée trop d'ambiguïté, de problèmes, et donc ça rapporte moins. Alors, 1 an minimum, on signe des 2 ans, on signe des 3 ans, rarement au-dessus de 3 ans. Très bien. Donc une fois que le locataire est rentré, comment ça va fonctionner au niveau des loyers, des cautions? Comment est-ce que vous faites? Alors, le numéro 1, donc, on a dit que la caution, on la reçoit en amont. La caution donc, va sur notre compte séquestre donc de la gestion locative, un compte qui est dédié uniquement aux cautions. Donc la caution, elle appartient au locataire jusqu'à ce qu'il parte, qu'on fasse un nouvel état des lieux, un état des lieux de sortie. Donc on a fait un état des lieux d'entrée quand il rentre dans le bien, et on va faire un état des lieux de sortie à la sortie du bien, à la fin du contrat, pour justement voir s'il y a une disparité ou non. Et si tel serait le cas, on utiliserait la caution, une partie de la caution, pour payer les différents frais de maintenance qu'il pourrait y avoir. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, le loyer, la caution, donc le loyer rentre sur le compte gestion, Exact, la caution rentre sur le compte séquestre. c'est À ça. partir de quel moment est-ce que vous allez reverser le loyer ou le net Mhm. sur le compte du propriétaire? Alors, imaginons qu'on reçoive le loyer de janvier, donc le 1er janvier, d'accord? On reçoit toujours les loyers au premier. Donc, on va utiliser ce loyer pour payer les différents frais inhérents à la gestion du bien. Et le net, vous allez recevoir le net le 1er février. Donc, vous allez recevoir le rapport locatif le 1er février, qui sera en français, avec les différents détails. Donc, rentrée locative, moins les dépenses, égale un net. Ce net-là, donc avec les pièces justificatives attachées à l'email, bien sûr, et ce net-là va être versé sur votre compte US à terme échu, donc le 1er février dans notre exemple. Donc le rapport locatif va être émis chaque mois. Un rapport locatif mensuel, donc il y aura 12 rapports locatifs par an. Donc ce rapport locatif contient tout ce qui se passe, en résumé, sur la propriété, les revenus, Financièrement, les absolument. dépenses. Si le locataire n'a pas payé, bien entendu, ça apparaîtra sur le rapport locatif. Alors, oui, il y a toute la partie financière donc sur le rapport locatif. Maintenant, si il y a un non-paiement, vous savez qu'au Nevada, donc c'est l'avantage du Nevada, c'est qu'on peut faire une éviction facilement, rapidement, à faible coût. D'accord? Donc concrètement, pour résumer cette partie-là, le locataire doit payer le premier. S'il n'a pas payé le premier, il va recevoir ce qu'on appelle un 5 days. Un 5 days, donc il a 5 jours pour payer. Si après ces 5 jours, il n'a toujours pas payé, nous allons entamer la procédure d'éviction qui coûte en moyenne $80, d'accord? Et à ce moment-là, il faut compter environ 2 à 3 semaines, tout dépend les jours de la semaine que ça tombe, mais 2 à 3 semaines ouvrées pour que l'inspecteur aille, le shérif pardon, aille sur les lieux et fasse l'éviction. Donc la plupart du temps, si jamais on arrive jusque-là, les locataires sont partis. Donc nous, on y va toujours la veille avant que le shérif vienne pour ne pas perdre de temps non plus et voir si le locataire est encore là ou pas. Il y a quand même une petite subtilité à noter, c'est que selon la loi, si vous voulez, il y a un tribunal pour les évictions et on va dire le tribunal de grande instance. Et en fait, le locataire, ça nous est arrivé 2 fois, hein, mais bon, le locataire, s'il connaît la loi, il peut payer $350 pour dire je ne suis pas d'accord pour X ou Y raison. En fait, il achète du temps. Et donc, on va passer au tribunal de grande instance. Et là, on passe un petit peu après. Et il faut compter environ 2 mois. Donc, si vous voulez, le locataire a acheté 2 mois en utilisant cette stratégie-là. Donc voilà, c'est à noter. Ça nous est arrivé 2 fois jusqu'à présent, donc depuis 2010 qu'on fait de la gestion. Bien, pour en revenir au rapport locatif, vous mentionnez tout à l'heure les charges inhérentes au loyer, qui peuvent s'imputer au loyer, etc. Vous mentionniez les syndics de copropriété, ce qui est appelé ici les HOA. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, quel est leur rôle, etc. Ok, alors les HOA, donc effectivement l'équivalent du syndic de copropriété en France, donc c'est un fonctionnement relativement identique, c'est pour donc les espaces communs, les espaces verts, donc la gestion de la piscine, la gestion des salles de fitness par exemple, où donc voilà, il y a un syndicat de copropriété qui supervise tout ça, et donc concrètement il y a des frais inhérents qui sont divisés par le nombre de propriétés
dans cette communauté, ce qui fait qu'il y a un frais mensuel ou un frais trimestriel qui est donc chargé à chaque propriétaire. Donc ça peut aussi bien être maison qu'appartement. Dans les appartements, c'est souvent en moyenne dans les environs de 140 à 160 dollars. Dans les maisons, ça peut vraiment varier. Tout dépend si on est dans une communauté fermée, une communauté ouverte. Ça peut varier, mais voilà, il y a pas mal de copropriétés. Les avantages, c'est quoi? C'est que vous êtes dans un espace la plupart du temps sécurisé avec une gate, donc il faut un pass pour entrer dans la copropriété. Les espaces verts sont vraiment super bien entretenus, comme la piscine, etc. Les inconvénients, c'est que ça a un coût. Donc c'est vrai que si vous avez un investissement locatif, ça fait un coût supplémentaire à déduire donc des revenus. Voilà. Donc, est-ce que les HOA concernent uniquement les propriétaires ou bien est-ce qu'il peut aussi s'imputer aux locataires? Alors, les frais de copropriété sont dus par le propriétaire. Cependant, il y a un règlement de copropriété. Règlement de copropriété, si le bien est loué et que le locataire y vit, il doit s'y tenir aussi, il doit les respecter. Donc, si jamais ils ne sont pas respectés, nous allons recevoir une lettre du syndic de copropriété disant l'appartement XY n'a pas respecté telle partie du règlement, veuillez le faire respecter. Donc nous, on communique avec le locataire à ce moment-là, on lui dit ce qui se passe, on lui dit il faut résoudre ça. Si ce n'est pas résolu, on peut avoir des pénalités. Et donc à nous de relancer un nouveau locataire pour que ça soit résolu. Si jamais le locataire ne le fait toujours pas, ça veut dire qu'il, quelque part, casse son contrat parce qu'il ne respecte pas son contrat, c'est-à-dire il ne respecte pas les règlements de copropriété. Donc dans ce cas-là, on peut, dans le pire des cas, on peut donc l'expulser parce qu'il ne respecte pas les règlements de copropriété. Et donc si on reçoit des pénalités, ultimement, c'est quand même le propriétaire qui va devoir les payer. Donc à un moment ou à un autre, il faudra expulser le locataire et garder la caution qui servira donc à payer les pénalités. Fonctionnent les assurances des propriétés pour un investisseur, un propriétaire non occupant? Alors, les assurances, donc chaque propriété doit être assurée. Ça, c'est ultra important, bien sûr. Tout peut se passer. Il faut absolument qu'on soit assuré. Alors, il y a deux assurances. L'assurance propriétaire, l'assurance locataire. L'assurance propriétaire, c'est l'immeuble. L'assurance locataire, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'immeuble, le mobilier, c'est ses affaires propres. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'assurance de l'immeuble. Pourquoi? Si ça brûle, s'il y a un dégât des eaux, c'est les deux majeures parties, on va dire, avec lesquelles on est concerné. Où, voilà, malheureusement, il y a déjà eu des dégâts des eaux. Ça n'a jamais brûlé, mais il y a eu des dégâts des eaux. Et dans ce cas-là, on utilise l'assurance pour couvrir les frais inhérents à ce dégât des eaux. Est-ce qu'il y a une notion de franchise comme en France? Est-ce qu'il y a un rapport? Comment ça marche? Oui, alors, il y a une franchise. Pour les appartements, c'est 500 dollars. Pour les maisons, c'est 1000 dollars. Concrètement, imaginons il y a 5000 dollars de frais. Ils vont vous reverser 4500 pour un appartement. Si on a ces 5000 dollars de frais pour la maison, ils vont vous verser 4000. Ils vont la déduire du montant global de remboursement. Très bien. Combien ça coûte en moyenne une assurance? Alors pour un appartement, on va être aux environs des 200 à 250 dollars par an, effectivement, 200 à 250 dollars par an. Pour les maisons, ça peut varier, tout dépend le type des maisons, tout dépend de l'année de construction. Mais on va être, pour vous donner un ordre d'idée, une maison de 160 mètres carrés, 4 chambres, 3 salles de bain, donc 2 car garages, entre guillemets, relativement standard. On va être aux environs des 500 dollars par an. Donc ça, c'est l'assurance obligatoire des propriétaires non occupants. Oui. Il y a aussi aux États-Unis ce qu'on appelle une home warranty, une assurance optionnelle. Est-ce que vous préconisez cette assurance? Alors la home warranty, qu'est-ce que c'est? La home warranty, si vous voulez, c'est une assurance en cas de maintenance. D'accord? Donc la réalité, c'est que nous, on a décidé de ne pas la prendre. En tout cas, de ne pas la conseiller à nos clients. Pourquoi? Parce que si vous êtes sûr d'une chose avec une home warranty, c'est que ça vous coûte 500 dollars par an. Et ça vous coûte en moyenne, plus ou moins, et ça vous coûte 60 dollars de copay. Ce qu'ils appellent copay, c'est à chaque intervention, il y a un minimum de 60 dollars qui est payé par le propriétaire
pour réparer X ou Y. Alors ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que j'ai rien contre les assureurs, hein, mais c'est un peu comme les assurances. Vous avez la première page où tout est couvert avec un montant en dessous, et vous avez la deuxième page où c'est écrit en tout petit, il y a plein de petites lignes qui dit alors ça c'est pas couvert, ça c'est pas couvert, ça c'est pas couvert, ça c'est pas couvert. Donc moi j'ai pris le temps de le lire et en fait on se rend compte que tout ce qui est gros et qui coûte de l'argent c'est pas couvert, tout ce qui est petit qui coûte peu d'argent c'est couvert. Voilà, nous on en parlera un petit peu après au niveau de la maintenance, on a notre personne à la maintenance, Greg, qui fait un très bon boulot et qui est pas cher, et ce qui fait qu'il n'y a pas d'utilité de premium warranty. Loïc, on va peut-être parler des taxes, c'est-à-dire des déclarations d'impôts. Est-ce qu'un investisseur international doit déclarer ses revenus d'investissement locatif, par exemple, au fisc américain? Absolument. Donc, avec notre comptable Craig, nous allons vous aider donc à faire la déclaration des revenus. Il faut le faire avant le 15 avril, s'il y a une extension jusqu'au 15 octobre de l'année. Donc, concrètement, on va vous envoyer un email début janvier pour vous demander s'il y a eu des frais en plus, des frais de voyage, si vous êtes venu sur les États-Unis, donc à titre business bien sûr, pour voilà, connaître les chiffres et pouvoir les soumettre donc au comptable. Donc les chiffres c'est billets d'avion, hôtel, location de voiture et restaurant. D'accord. On peut quelque part à Las Vegas, si vous venez à Las Vegas, pour les spectacles, bon, ça va être pris à hauteur de 50% de la valeur du ticket, mais on va donc donner tout ça au comptable, plus le rapport locatif donc, qui reprend tous les mois, donc toute l'année, entre les revenus, les dépenses et donc le net. Et avec tout ça, il va pouvoir définir et donc remplir le 1040NR pour les non-résidents, donc par individu, pour déclarer les revenus locatifs au fisc américain. Alors, au même titre, est-ce que l'investisseur international français, par exemple, doit déclarer ses revenus américains au fisc français? En théorie, oui. Alors, on a un traité international avec, entre les États-Unis et la France qu'on a mis en lien sur le site web, que vous pourrez revoir en détail. Qu'on soit clair, nous, on s'occupe de la déclaration des revenus locatifs sur le continent américain. D'accord. En France, chaque individu est différent, chaque individu a des revenus différents, on ne peut pas vous aider en France. Concrètement, il faut faire la déclaration des revenus américains au fisc français également. Aux États-Unis, y a-t-il des abattements fiscaux? Est-ce que... Alors, étant non américain, donc internationaux, il n'y a pas d'abattements fiscaux particuliers, mis à part le standard, qui est donc de 3 000, alors ça change tous les ans, mais l'an dernier c'était 3 800 $ par individu. Donc si jamais vous êtes un couple marié, donc ça fait 3 800 x 2, 7 600 $. Si vous gagnez plus, vous allez potentiellement payer des impôts. Si vous gagnez moins, vous n'en payerez automatiquement pas. Mais il faut quand même faire la déclaration des revenus. En temps et en heure, peut-on être soumis à une pénalité si on n'envoie pas sa déclaration en temps et en heure, même si on n'a pas d'impôt à acquitter? Oui, effectivement, il faut, dans tous les cas, que vous ayez un impôt à payer ou non, il faut impérativement envoyer la déclaration des revenus au fisc américain en temps et heure. S'il y a eu une extension au 15 octobre, s'il n'y a pas eu d'extension au 15 avril. Donc combien cela va coûter à peu près à l'investisseur de faire ces taxes? Alors, la déclaration des revenus, on a un procédé simple avec nos comptables, donc c'est 200 $ par individu, et nous on prend 50 $ par individu pour regrouper toutes les informations ensemble et donc donner tout ça au comptable. Donc vous parlez par individu, non pas par propriété? On parle par individu, c'est vrai que si l'individu a multipropriété, en fait c'est 200 $ par individu jusqu'à 3 propriétés, et ensuite c'est 100 $ par propriété en plus, supplémentaire. Donc est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un avantage fiscal si on achète plusieurs propriétés, justement? Non, il n'y aura pas d'avantages fiscaux particuliers. Encore une fois, si vous êtes américain, il y a des montages, mais non américain, c'est basé sur les revenus locatifs. Voilà, nous avons revu les différents éléments importants à connaître pour votre investissement immobilier sur Las Vegas. Vous pouvez me contacter directement sur mon portable au +1 702 416 39 52.
bien sûr par email info@lasvegasimo.fr. Merci.